Bonsoir à tous. Donc effectivement, c'est la première fois qu'on participe à ces mardis santé du CHU. Et vraiment, mon équipe et moi-même, on en est vraiment extrêmement ravis. Et à ce titre, je tenais à remercier justement le professeur Lobel de nous avoir conviés, le pôle odontologie, à participer à l'une de ces soirées. Je viens de me rendre compte, professeur Lobel, que vous pourriez être parodontiste à ma place parce que je vois que vous connaissez un rayon et je vais essayer de me souvenir de toutes les questions parce que ça promet un débat très, très animé. Alors, donc déjà pour commencer, on parle effectivement souvent de maladie de gencive, mais la gencive, ce n'est pas aussi simple en fait, parce que la gencive, c'est la seule partie visible de ce que nous, on appelle le parodonte. Le parodonte, c'est quoi? C'est le tissu de soutien de la dent, tout simplement. Sans parodonte, il n'y a pas de possibilité de maintenir les dents sur l'arcade. Donc vous avez certes la gencive, c'est pour ça que les gens parlent généralement de la gencive, mais en dessous de cette gencive, si on soulevait cette gencive, c'est ce qu'on voit à la radiographie, vous avez bien sûr l'os qui contient les racines de la dent, mais vous avez également le sément, qui est un tissu qui recouvre la racine à la place de l'émail, celui qui remplace la couronne, ce que l'on voit toujours en bouche, ici. Et vous avez également le ligament alvéolo-dentaire, qui lui, en fait, relie cette racine à l'os. La racine n'est pas soudée à l'os. Donc tout cet ensemble forme ce que nous, on appelle le parodonte. Et ce soir, je vais plutôt vous parler des maladies parodontales, parce que finalement, se cantonner à la gencive serait un peu trop simple. Alors, une gencive cliniquement saine, elle va avoir des caractéristiques assez précises. C'est une gencive qui est rose pâle, qui a une jolie couleur. Elle est régulière et elle va entourer de façon que l'on appelle festonnée le collet, c'est-à-dire la zone de réunion entre la couronne et la racine qui est dessous, d'accord ? Donc de façon festonnée très régulière, le collet anatomique des dents. Ça, c'est une gencive en bonne santé. Si on zoome encore plus au niveau de ce secteur-là, vraiment le rebord de la gencive qui vient presque recouvrir le bord de la couronne, on voit qu'elle a un aspect granité. Elle n'est pas lisse, ça prouve en fait qu'elle a une certaine résistance au choc, qu'il soit chimique, traumatique, physique. C'est donc un tissu qui est kératinisé, donc qui est fait pour supporter beaucoup de contraintes, quelle que soit la nature de ces contraintes. Si maintenant on veut caractériser l'os dessous, lui aussi il a certains critères de santé. Un os en bonne santé, indépendamment le professeur Lobel a demandé tout à l'heure si effectivement le vieillissement avait un effet sur le parodonte. Oui, l'os se résorbe aussi et les gencives s'altèrent avec l'âge, au même titre que la peau se fane, c'est normal. Mais jamais, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet parce que jamais avec le risque de provoquer des problèmes sur la santé. Et c'est vraiment ce dont on veut vous parler ce soir. Donc un os chez un individu d'une trentaine à une cinquantaine d'années va se situer à peu près au niveau de la réunion, là encore, de la couronne avec la racine. Ça, c'est un critère de bonne santé. Et en plus, il va être régulier. On va avoir une fasciculation, c'est-à-dire des travées dans l'os, puisque c'est un os spongieux, qui prouve qu'il est en bonne santé, qu'il est solide. Le problème, qui nous intéresse en tant que parodontiste, c'est cette zone. Je viens de vous décrire le parodonte. Là, imaginez que la dent est coupée en deux. Et là, en fait, on a une vue en coupe de la gencive qui recouvre l'ensemble, de l'os dessous et de ce ligament alvéolo-dentaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cette zone, c'est la zone de fragilité du parodonte. C'est ce qu'on appelle le sillon gingival. Et il y a notamment une zone extrêmement importante. C'est ce que l'on appelle l'attache épithélio-conjonctive. Alors c'est vrai que ça peut paraître un terme un petit peu savant. On peut parler d'attache gingivale si on veut. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, cette zone va constituer un joint hermétique qui va protéger tout l'organisme des germes et de toutes les agressions de la cavité buccale. Donc c'est un point essentiel puisque ça génère vraiment une protection organique. Le problème, c'est que c'est au niveau de ce sillon gingival que les dépôts alimentaires vont avoir tendance à s'accumuler au terme de nos repas, raison pour laquelle on se brosse les dents.
Le problème, c'est que si ce brossage n'est pas suffisamment efficace, les quelques bactéries qui colonisent normalement la cavité buccale, je ne sais pas si vous le savez, mais on peut répertorier à peu près 700 espèces bactériennes différentes dans une bouche. C'est la zone la plus sceptique du corps. Donc on a besoin d'avoir une immunité extrêmement, des moyens de défense extrêmement puissants pour empêcher que des bactéries pathogènes, c'est-à-dire capables d'induire une maladie, puissent se développer au sein de cette plaque dentaire. Le souci, c'est que si justement on laisse cette plaque vieillir par défaut de brossage, voire absence de brossage, eh bien on va avoir une multiplication, une arrivée de nouvelles bactéries qui vont à leur tour se multiplier. En d'autres termes, pour vous la faire simple, une bactérie pathogène, elle n'est pas capable de venir d'elle-même. Il faut qu'il y ait d'autres bactéries qui, initialement, ont colonisé ce sillon gingival pour qu'elles puissent induire une pathologie. Donc, on a toute une marge de manœuvre avec un brossage efficace pour empêcher l'arrivée de ces maladies. Le problème, c'est que bien souvent, les patients ont de la difficulté à nettoyer leurs dents, nettoyer leurs gencives, et que malheureusement, on observe à ce moment-là le développement d'une flore pathogène. Et c'est là que tout se gâte. Alors, juste pour que ce soit clair à votre esprit, voilà des exemples de plaques dentaires. En fonction de l'importance des dépôts, elle est plus ou moins visible. À nous, professionnels de santé, de savoir détecter même des moindres dépôts de plaques pour guider le patient à avoir une technique de brossage la plus efficace possible. Mais ce sera abordé en troisième partie de cet exposé. Donc vous voyez, on peut considérer que ce patient, il n'a pas un super contrôle de son brossage, mais c'est une bouche qui est globalement, on va dire, propre, à la française. On est loin du modèle scandinave. Par contre, ici, on peut dire que c'est carrément une bouche dégoûtante. D'accord ? On n'aurait pas envie d'embrasser cette bouche. Pourquoi ? Parce que manifestement, ce patient, il est ou fâché avec sa brosse à dents, ou il utilise le manche et non la tête. Mais, à l'évidence, on a un souci. À nous d'éduquer ces patients. Si cette plaque dentaire reste suffisamment longtemps en bouche, au contact des ions et de tous les minéraux de la salive, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va durcir. Elle va se minéraliser, et c'est ce qu'on appelle le tartre. Mais la plaque, elle peut aussi se reformer sur le tartre. Donc un patient qui n'a pas une bonne hygiène bucco-dentaire, il va nous faire un millefeuille, tout simplement, de plaques en alternance de tartre. Le problème, c'est qu'une fois que cette plaque, elle s'est minéralisée en tartre, il peut brosser tout ce qu'il veut, la brosse à dents n'est plus efficace pour l'éliminer. On a besoin de techniques professionnelles. Donc le mieux, c'est de prévenir la formation du tartre en éliminant régulièrement la plaque dentaire. Donc, si tout va bien, pour résumer, le patient a une super bonne hygiène bucco-dentaire, il se brosse très très bien les dents, le joint hermétique dont je vous ai parlé tout à l'heure est sauf. Il n'y a pas de problème et on a un très beau sourire. La gencive est en bonne santé. Si malheureusement, il n'a pas un bon contrôle de son hygiène bucco-dentaire ou que pour des raisons annexes que l'on va voir tout à l'heure, on a une accumulation excessive de bactéries au niveau de notre sillon gingival, on va avoir en réponse, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, on a besoin d'un système de défense très performant au niveau de la cavité buccale pour éviter l'apparition des bactéries, je dirais, capables d'induire des pathologies. Et bien, ces cellules de défense, qu'on appelle des macrophages, qu'on appelle des globules blancs, ils vont directement intervenir au niveau de ce sillon gingival et induire ce qu'on appelle une réaction inflammatoire. C'est exactement la même réaction inflammatoire que vous observez lorsque vous vous coupez le bout du doigt avec une épine de ronce ou même un couteau. C'est rouge, ça saigne, ça chatouille, voire ça fait mal. Et bien, c'est exactement le même principe qui se passe au niveau d'une gencive inflammée. Et si malheureusement, à ce stade, rien n'est fait pour lutter contre ces bactéries qui s'accumulent au niveau du sillon gingival, eh bien malheureusement, ces bactéries et leurs produits, leur métabolisme, va provoquer la rupture de cette fameuse attache épithéliale dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça va leur donner accès à ce qu'on a qualifié de parodonte profond, c'est-à-dire à l'os, au sément et aux ligaments. C'est tout le système d'attache de la dent qui est détruit. C'est ce qu'on appelle la parodontite. Certains d'entre vous pourraient dire déchaussement dentaire. D'accord ? Non seulement c'est pas beau, ça fait mal, mais on perd ses dents. Notre rôle, c'est de diagnostiquer le plus rapidement possible.
Parce qu'effectivement, on est confronté à un problème, c'est que bien souvent, une inflammation gingivale, ça ne fait pas mal. Et à moins d'avoir mal, eh ben, on n'aime pas trop venir chez le dentiste. Donc la plupart du temps, les patients, ils acceptent de se faire saigner en brossant. Même certains pensent, certaines idées reçues disent que c'est normal de saigner des gencives, que c'est signe de bonne santé. C'est pas vrai. Moi, je dis souvent à mes patients que s'ils se font saigner le cuir chevelu en se brossant les cheveux le matin, ils vont sûrement paniquer, aller voir le médecin ou le dermato. C'est exactement la même chose pour les gencives. Une gencive en bonne santé ne saigne pas. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'une gencive en bonne santé, elle était rose pâle, bien festonnée, tout à fait régulière, d'une texture ferme. Eh bien, elle va perdre toutes ses caractéristiques dès lors où elle est inflammée. Et c'est là qu'on va avoir une gencive qui va devenir gonflée, qui va devenir rouge et qui va saigner au moindre contact, voire spontanément. C'est la gingivite. Le problème qui se pose pour nous, professionnels de santé, surtout parodontistes, c'est, vous l'avez vu, ce qui distingue en fait la simple gingivite qui va se traiter très facilement d'une parodontite où c'est tout le système de soutien de la dent qui est détruit, eh ben c'est que si on se contente d'un examen visuel, eh ben malheureusement, on ne peut pas le savoir. Cette destruction du système d'attache, elle va se traduire par un approfondissement de notre sillon gingival. Donc seuls nous, avec un instrument spécifique qu'on appelle une sonde parodontale graduée, on est à même de détecter si oui ou non il y a une destruction de tout le système d'attache ou c'est seulement les gencives qui sont atteintes. Par exemple ici, on voit que ce patient, il a un début de gingivite, on voit qu'il y a quelques dépôts de plaques. Eh bien, en arrivant avec ma sonde, que j'insère, je ne pique pas à la gencive, je me contente de l'insérer dans ce fameux sillon que je vous ai décrit tout à l'heure. Eh bien, si je provoque un saignement, c'est qu'on a une inflammation de la gencive. D'accord ? D'où la nécessité de faire ce sondage de dépistage systématiquement à chaque contrôle chez votre dentiste, pour être sûr qu'il n'y a pas un phénomène de destruction. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que malheureusement, en fonction de la capacité qu'ont les cellules de défense à lutter contre les bactéries, eh bien, c'est un peu dommage, mais parfois, on a déjà un phénomène de destruction du système d'attache, et pour autant, eh bien, l'inflammation, elle n'est pas si évidente que ça, à l'œil nu. Vous voyez, moi, je regarde ce patient, là, je me dis, il est en bonne santé. Si je sonde de ce côté-ci, j'ai pas de problème, j'ai un sillon normal. Et à l'inverse, si je sonde de l'autre côté de la dent, je m'enfonce dangereusement. Ça veut dire que tout le système de la dent, sur une partie de la racine, est détruit. Le patient n'a pas mal, mais si rien n'est fait, il va la perdre, sa dent. Et c'est un patient jeune. Je vous ai dit que le diagnostic, il était clinique, mais il est également radiographique. D'où, là encore, la nécessité de faire des contrôles radiographiques réguliers chez votre dentiste. Alors, ce n'est pas tous les 4 matins, mais au moins une radiographie panoramique une fois, voire tous les 2 ans, pour être sûr que votre niveau osseux, il vieillit tranquillement, mais pas de façon pathologique. Voici ici, par exemple, le niveau normal que je vous ai montré tout à l'heure, et voici une radiographie d'un patient qui, malheureusement, souffre de parodontite. On voit bien que son niveau osseux est complètement détruit. Ici, sur la je sais pas si ça rend bien. Ouais. Ici, sur la panoramique, vous avez un parodonte de patient parfaitement sain. Ici, vous avez un parodonte de patient avec une parodontite que l'on peut dire modérée, parce que ce n'est pas la totalité des tissus qui sont atteints. Et là, de façon dramatique, chez un patient très jeune, qui a à peine 30 ans, on a malheureusement une destruction quasi totale de tout son parodonte. Autant vous dire que pour ce patient-là, malheureusement, il est quasiment trop tard. Autre exemple, ce patient, pour vous, bonne santé ou pas ? Comment vous trouvez les gencives ? C'est pas si mal que ça, à côté de ce que je viens de vous montrer, où c'est tout rouge, gonflé, où ça saigne. Donc là, si on regarde de façon un peu trop rapide, on peut considérer que ce patient est en bonne santé parodontale. Et pourtant, le sondage montre, effectivement, il y a une inflammation gingivale au niveau du sillon. Et si je prends ma radiographie panoramique, je vois qu'il y a une atteinte osseuse, alors pas exagérée, mais qui est quand même déjà bien entamée. Il est grand temps de faire quelque chose pour ce patient. Donc, de façon tout à fait mathématique, plus il y a des dépôts, normalement, plus la gingivite est sévère. D'accord ? Eh bien, on va voir maintenant, en deuxième partie de cet exposé, qu'un certain nombre d'éléments vont pouvoir influer sur les manifestations
au niveau de la gencive de ces agressions bactériennes. D'accord? On a ainsi des facteurs dits locaux, c'est-à-dire des éléments dans la cavité buccale. Professeur Lobel, tout à l'heure, a parlé effectivement des aliments, plus ou moins acides, plus ou moins basiques. Donc les habitudes nutritionnelles des patients vont influer sur l'évolution de sa maladie, mais on a aussi d'autres éléments beaucoup plus classiques, comme des malpositions dentaires qui vont favoriser les bourrages alimentaires, les traitements orthodontiques. Vous voyez un petit patient comme ça qui doit se brosser les dents avec tout l'arsenal qu'on lui a mis en bouche, c'est difficile, donc malheureusement, il peut déclencher une parodontite. Vous avez ce pauvre patient-là à qui on a mis une prothèse, mais qui n'est pas du tout, là encore, compatible avec une bonne hygiène bucco-dentaire. Résultat, il n'arrive pas à nettoyer, ça s'inflamme, ça s'infecte. Donc ça, ce sont des éléments qui peuvent aggraver, favoriser l'évolution d'une maladie parodontale, même si elle est à la base d'origine bactérienne. De la même façon, on a des facteurs généraux. Là, c'est plus problématique, parce qu'il faut savoir les déceler, et c'est là qu'on se rend compte qu'au niveau de la santé, on n'a pas tous la même chance. Alors, quand je vous parle de facteurs de risque immuables, c'est ce qui fait notre essence même, ce qu'on ne peut pas modifier. Je suis une femme, je suis un homme, d'accord ? J'ai telle origine ethnique, c'est-à-dire que je suis plutôt du bassin méditerranéen ou d'origine asiatique ou d'origine européenne. Je n'ai pas le même risque génétique face à la maladie parodontale. C'est porté sur notre code génétique. D'accord? Tout ça parce que ça influence en fait nos cellules de défense. De la même façon, alors cela, les facteurs de risque immuables, on est obligé de composer avec. On ne va pas changer le sexe de nos patients pour leur guérir leur pathologie. Par contre, on a d'autres facteurs de risque qui sont dits évolutifs. Ceux-là, alors, il y en a contre lesquels on ne peut pas grand-chose. L'âge, nous vieillissons tous, avec leurs conséquences. Alors, l'âge ne provoque pas de maladie parodontale, je vous l'ai dit tout à l'heure, juste au mieux une sénescence, mais pas de pathologie parodontale. Sauf qu'avec l'âge, le risque et la sévérité des maladies parodontales augmentent. Quand on est une personne âgée, qu'on est institutionnalisé, qu'on est alité telle longueur de journée, c'est beaucoup plus difficile de brosser les dents. En plus, l'alimentation, elle est souvent molle parce que justement, les patients ont des problèmes de mastication ou autre. Donc, ce sont autant d'éléments qui vont favoriser l'effet négatif des bactéries qui sont restées en bouche. Le stress, on est d'une génération ultra stressée, où tout doit aller de plus en plus vite et de mieux en mieux. Le stress est vraiment un gros pourvoyeur de maladies parodontales. L'état général, on va tout à l'heure aborder avec le docteur Godard l'effet des maladies parodontales sur l'état général, mais l'état général aussi va influencer la réponse aux bactéries. Par exemple, des patients qui auraient une pathologie sanguine qui altère leur défense immunitaire. Inévitablement, ça va influer sur la réponse face aux bactéries. Un patient qui souffre d'un diabète, là encore, l'effet du diabète sur la vascularisation va influencer sur la réponse aux bactéries. Certains médicaments également. Je vais vous citer tout à l'heure 2-3 exemples, mais surtout le tabac. Le tabac est un gros facteur de risque des maladies parodontales. Et je ne vous parle pas des autres stupéfiants. L'alcool. Nous, au centre de soins, on a beaucoup de patients qui sont malheureusement alcoolo-tabagiques, parce que ce sont 2 gros facteurs de risque. Ça va induire des formes spécifiques de gingivite. D'accord? Ici, 9 ans. D'accord? Amélie, qu'on m'a adressée parce qu'elle présente une gingivite dite réfractaire, c'est-à-dire que son dentiste a beau essayer de lui faire avoir un brossage efficace et tout, malheureusement, elle garde ses gencives toutes rouges, très gonflées, qui y saignent au moindre contact. C'est ce qu'on appelle une gingivite prépubertaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, la perturbation des hormones sexuelles au moment de la puberté, l'équilibre entre les estrogènes et la progestérone, va influencer la réponse des gencives aux bactéries. Pourquoi? Parce que la progestérone va favoriser l'arrivée de certaines bactéries qui l'utilisent comme nutriment. Donc, elles vont avoir envie d'arriver dans cette bouche et sur ce parodonte. De la même façon, ces femmes-là, ce sont des femmes enceintes. Là, on appelle ça la gingivite gravidique, ou gingivite de la grossesse. Ce n'est pas l'état de grossesse qui a généré la gingivite. Ce sont là encore les bactéries qui sont responsables de la gingivite, mais pour les mêmes raisons, les modifications, l'augmentation de la progestérone et des estrogènes pendant l'état de grossesse
va favoriser l'arrivée de certaines bactéries, va diminuer la résistance des gencives à l'inflammation, et on observe comme ça, même des pseudo-tumeurs, on appelle ça une épulis, qui vont se résorber complètement à l'accouchement, ou juste après l'accouchement. Le problème, c'est que si ce n'est pas surveillé, ou si ça n'est pas traité, voire enlevé chirurgicalement, ça constitue en fait un réservoir à bactéries. Et inévitablement, là encore, la patiente peut avoir une perte d'attache, des problèmes parodontaux beaucoup plus graves si c'est négligé. Là encore, un patient diabétique. Je vous ai tout à l'heure parlé de l'influence du diabète. Là, c'est ce qu'on appelle une gingivite érosive. Ce monsieur, il a un bon contrôle de plaque globalement, mais il n'arrive pas à se dépatouiller de cette gingivite-là, permanente, chronique, qui est localisée sur ces deux incisives. Ça l'embête, ça saigne beaucoup, puis c'est pas très joli. Donc ce monsieur, il n'ose plus sourire. Là encore, je vous ai parlé tout à l'heure de certains médicaments. Là, ce jeune patient, c'est un patient très jeune, il est sous cyclosporine. C'est quoi? C'est un immunosuppresseur. Ce patient est un greffé du rein, et donc il est obligé de prendre des médicaments qu'on appelle anti-rejet. Et malheureusement, là encore, ça va favoriser une réaction exagérée des gencives face à l'attaque bactérienne. Ces facteurs de risque vont aussi provoquer des formes spécifiques de parodontite. Je vous ai parlé tout à l'heure du bassin méditerranéen. Eh bien, Mohamed, 22 ans, me consulte parce qu'en fait, il n'arrive plus à manger sur ces deux incisives ici. Globalement, c'est un jeune homme qui s'occupe très bien de sa bouche. Il a 22 ans, donc on ne peut pas parler de vieillissement parodontal. Bon, là, on a du tartre et de la plaque parce qu'il ne peut plus brosser ici, ça bouge de trop. D'accord? Je fais mon sondage pour chercher où est-ce que j'ai un approfondissement de mon sillon. Je prends une radio et je me rends compte effectivement qu'on a des zones où on a une attaque accélérée de son parodonte. C'est ce qu'on appelle une parodontite agressive localisée et qui a une forte prévalence, c'est-à-dire une grosse proportion de population atteinte dans toutes les populations méditerranéennes. Nous, on en est relativement préservés en tant qu'Européens. Annie, 36 ans, pareil, consulte parce qu'elle ne peut plus manger. Ses dents bougent de trop. Elle va pourtant tous les ans chez son dentiste. Mais finalement, hormis ce petit abcès-là, globalement, on n'a pas eu l'impression que sa gencive est si inflammatoire que ça. Mais vous voyez, ces dents, elles ont complètement migré parce qu'elles n'ont plus de support osseux. Regardez, il n'y a plus d'os. Tout est détruit par la maladie. En quelques mois, ce sont des formes très, très agressives. Pourquoi? Parce qu'Annie, elle a eu un choc psychologique, elle est superbement stressée et pourtant, elle ne fume pas, elle ne prend pas de médicaments. Mais elle a d'autres facteurs généraux, des facteurs locaux qui ont favorisé la progression de sa maladie. Avant de terminer, je voudrais juste revenir 2 petites minutes sur le tabac parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est un facteur de risque majeur des maladies parodontales. Vous multipliez par 5 le risque de développer une maladie parodontale lorsque vous êtes fumeur. Dans une moindre mesure, mais de façon tout aussi préoccupante, et c'est ce qui me préoccupe moi personnellement beaucoup, c'est le tabagisme passif. On en parle encore trop peu. Tout cet entourage exposé à la fumée et aux composants nicotiniques du tabac, le risque parodontal est multiplié par 3. Donc là encore, il faut penser aux enfants. Qu'est-ce que va provoquer le tabac? On ne va pas rentrer dans le détail de mécanismes, ce n'est pas l'objet ce soir. Ça va provoquer des atteintes beaucoup plus sévères. Pas spécifiques, mais sévères. Ici, par exemple, vous avez une jeune femme qui consulte, elle a 18 ans. 18 ans, malheureusement, elle fume plus d'1 paquet de cigarettes par jour. Hyper stressée, comme on dirait, une gamine à problème. Et voilà, elle arrive avec une gingivite ulcéronécrotique. De la même façon, ce jeune homme, 27 ans, vous voyez l'état de ses gencives? Alcoolo-tabagique et fort consommateur de stupéfiants, sans domicile fixe. Gingivite ulcéronécrotique, malgré son nom, ce n'est plus une simple réaction inflammatoire des gencives. C'est une réelle infection qui détruit par nécrose, je dis bien par nécrose, c'est pour ça que vous avez tous ces placards-là, c'est en fait la gencive qui, passez-moi l'expression, est en train de pourrir. Et toutes ces parties nécrosées, là, quand on va les éliminer, c'est définitif. Donc ces jeunes patients là, vont se retrouver en fait, avec le feston gingival, le feston de leur gencive, le sourire complètement altéré. Le tabac a fortement contribué à cette forme de pathologie. Je vous ai tout à l'heure parlé aussi de la même façon des parodontites agressives.
Michel, 32 ans, qui consulte aussi parce que malheureusement, ses dents l'inquiètent. Elle a pas mal, mais bon, elle a du mal à parler parce qu'en fait, elles sont parties en avant, puis elle a du mal à manger aussi. Donc, puis elle a quand même l'impression d'avoir sacrément mauvaise haleine. Donc ça la gêne beaucoup vis-à-vis de son compagnon, mais Michel, elle est à presque 2 paquets par jour. Et quand je fais mon bilan de radio, vous voyez, il n'y a plus d'os. Il n'y a plus d'os. Malheureusement, malgré son jeune âge, j'ai été obligée de proposer à Michel 2 complets, c'est-à-dire 2 dentiers. Donc, en résumé, pour passer d'un parodonte sain à une gingivite, voire à une parodontite, il faut de la plaque dentaire. Il faut des bactéries. Dès lors où on a compris ça, on sait que si on brosse, ça suffit. Sauf que, comme vous l'aurez compris, ce n'est pas aussi simple. Il y a un tas de facteurs qui vont intervenir. Ce que je vous ai appelé susceptibilité de l'hôte aux bactéries, c'est la capacité qu'on a au niveau de nos cellules de défense à justement préserver l'écosystème, la flore buccale que l'on a et qui doit rester compatible avec une santé gingivale et parodontale. Et puis, notre organisme, il est fait d'un tas d'aléas. On peut tomber malade, on peut avoir des problèmes hormonaux d'origine générale, on peut malheureusement être fumeur et avoir du mal à s'en passer. Tous ces éléments vont rentrer dans le mécanisme qui fait qu'on va déclencher une maladie parodontale ou pas. D'accord ? Donc, on peut tous avoir des gingivites, mais on n'aura pas tous forcément une parodontite quand on a une gingivite. D'accord ? Par contre, tous ceux qui ont des parodontites ont eu, au départ, une gingivite. Je terminerai avec cette petite donnée épidémiologique. Une étude de l'ANAS, Autorité de santé, qui date un peu en 2002, mais je pense qu'elle est encore d'actualité. 80% des Français ont au moins présenté un épisode d'inflammation gingivale. 80%. C'est énorme. La plupart du temps, ils ne se rendent pas compte. Comme je vous disais tout à l'heure, souvent on se dit que c'est normal de saigner des gencives. Ce qui est plus embêtant, c'est que 50%, la moitié des adultes en France, ont une atteinte parodontale modérée. Vous vous souvenez, modérée, c'est 1/3 à 2/3 du niveau osseux détruit. 50%. Donc, la maladie parodontale, parce que justement, elle induit d'autres effets sur l'organisme, constitue vraiment un réel problème de santé publique qu'il est grand temps de prendre en compte. Je terminerai sur cette diapositive. Pourquoi est-ce qu'il est vraiment important de prendre en compte ces maladies parodontales ? Parce qu'on a une discipline là, qui se développe énormément depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle la parodontologie médicale. Qu'est-ce que la parodontologie médicale ? En fait, c'est justement étudier tous les effets à distance que vont avoir ces infections parodontales. Il faut savoir que si le patient a toutes ses dents, la surface infectée, en mettant bout à bout tous ces sillons gingivaux là, infectés, ça correspond à une plaie ouverte sur toute la surface de la paume d'une main. On trouverait aberrant de ne pas désinfecter, de ne pas décontaminer cette plaie ouverte qui ferait toute la surface de la paume de la main. Sans compter les risques de contamination à distance. Mais là, je cède la parole à mon jeune collègue, le docteur Godard. Comme vous l'a précisé le professeur Jeanne, il est vrai que le parodonte, si on peut considérer que le parodonte et les dents représentent un organe en lui-même, s'il devient inflammatoire, il peut avoir bien sûr des conséquences à distance à l'intérieur de l'organisme. Et cette première diapositive que je vous présente là, elle vous montre quoi ? C'est que le parodonte, c'est donc une gencive et il y a de l'os en dessous. Et tout ça est irrigué, c'est-à-dire est nourri par l'apport du sang, mais aussi par le système lymphatique. Le sang va apporter l'oxygène, les cellules de défense, et aussi le système lymphatique, qui est donc un système parallèle, et qui permet aussi lui d'apporter principalement aussi les cellules de la défense. Et vous comprenez bien que finalement,
cette gencive qui est devenue inflammatoire et infectieuse, eh bien, elle est donc irriguée par ces deux types de circulation et qu'on se retrouve finalement avec des bactéries, donc l'infection, mais aussi toute l'inflammation qui peut du coup, tout ce qui sont les germes, finalement les microbes, qui sont les bactéries qui sont présents, peuvent passer dans la circulation, que ce soit la circulation sanguine ou lymphatique. Alors si on regarde bien ce schéma, vous avez donc votre dent ici, comme vous l'a présenté aussi le professeur Jeanne tout à l'heure, la gencive est au contact. Et si on regarde et on fait un zoom plus précis à l'intérieur donc, de ce petit rond, vous avez donc à cet endroit-là, on va dire la racine dentaire, vous avez votre biofilm, c'est-à-dire tous ces microbes qui sont au contact de notre gencive à cet endroit-là. Zone, on va dire, zone qui est la plus fragile. Alors, là où on attire votre attention, c'est avant de rentrer finalement sur les différentes pathologies que vous avez, qu'il peut y avoir donc à distance que l'on va décrire, eh bien, il faut bien comprendre comment ça marche. Et si vous comprenez ça, eh bien, vous aurez compris finalement après très bien finalement de toutes les autres pathologies. Le premier mécanisme, on va dire physiopathologique, c'est d'abord ce que l'on appelle la diffusion de micro-organismes et de leurs produits à distance. C'est-à-dire que les micro-organismes, ce sont les microbes, hein, et, vous avez ou les germes, et ce sont donc des bactéries, ça peut être des virus, et donc tous ces germes, les micro-organismes qui sont au contact de la gencive, eh bien, peuvent très bien rentrer à l'intérieur d'un tissu et aussi traverser et rejoindre tout simplement l'intérieur donc, du système sanguin et du système lymphatique. Les bactéries, tout simplement les microbes, sont capables de traverser la paroi, dont on va dire... dites-moi. Ah, on verra mieux comme ça. Et ces microbes sont capables de passer à l'intérieur donc, de la circulation sanguine et lymphatique et du coup d'aller disséminer à distance vers d'autres organes. Il faut savoir que les différents microbes donc, peuvent se retrouver à l'intérieur du système circulatoire, mais il faut bien comprendre que certains microbes, certaines bactéries sont capables aussi d'avoir des produits et de produire tout simplement des éléments qui peuvent être tout aussi nocifs et qui peuvent se retrouver aussi à l'intérieur du sang et aller tout simplement disséminer à distance. Ça, c'est la première des choses. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est le passage de microbes et de leurs produits à l'intérieur tout simplement du système circulatoire. Le deuxième mécanisme possible, c'est cette fois-ci la diffusion donc, de molécules de la réaction inflammatoire. Il faut savoir que donc, l'organisme, c'est un système immunitaire qui donc, permet la défense tout simplement face à l'infection en elle-même, mais que l'organisme qui est capable d'installer finalement cette réaction immunitaire, on a plein de molécules que l'on appelle des interleukines, des chemokines, des prostaglandines. Ce sont plein de molécules qui sont là pour tout simplement participer à lutter contre l'infection. Et que ces différentes molécules sont capables aussi de repasser dans la circulation sanguine et d'aller provoquer finalement d'autres effets à distance à l'intérieur de l'organisme. C'est tout ça qui va permettre tout simplement d'expliquer quelles sont les conséquences des maladies de gencive et donc de ce parodonte qui est infecté jusqu'à d'autres organes. Alors, finalement, ce qu'il se passe et ce qu'il faut bien préciser pour clarifier les esprits, c'est que donc, la parodontite et donc toute forme d'inflammation gingivale est capable tout d'abord donc, de déclencher certaines pathologies à distance, mais elle est capable aussi d'en entretenir, c'est-à-dire que vous avez déjà une pathologie et le fait d'avoir une parodontite peut entretenir votre autre pathologie, et elle peut aussi très bien aggraver. Et donc on va voir, selon les différents types de pathologies, que finalement un état inflammatoire de gencive peut déclencher, entretenir ou aggraver certaines pathologies. Si on regarde donc ce schéma qui vous permettra un peu tout simplement de généraliser l'exposé qui va suivre, c'est qu'on a ici votre gencive qui est inflammatoire, et vous comprenez bien que cette gencive inflammatoire, donc avec le système donc, du sang et de la lymphe, dans les vaisseaux vont passer donc, un ensemble de bactéries, mais aussi tout simplement donc, de molécules inflammatoires, et aller rejoindre différents organes à distance. Et ces différents organes qui sont à distance, ça peut être d'abord traversé
par ici le foie qui vous est représenté, mais il faut savoir que donc, vous pouvez avoir des conséquences sur le système cardiovasculaire, mais aussi très bien au niveau pulmonaire. On verra que l'état physiologique chez la femme enceinte, eh bien, il peut y avoir des conséquences donc de l'inflammation de gencive sur eh bien, la grossesse. Et on parlera aussi des phénomènes d'athérosclérose. Mais bon, il faut savoir qu'il y a beaucoup de pathologies qui sont aujourd'hui mises à l'étude par rapport, on va dire, à l'inflammation et à l'infection de la gencive en elle-même. Et donc, ça, c'est pour vous présenter finalement les différentes pathologies que nous allons décrire ce soir. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on a mis vraiment des preuves scientifiques, donc des études ont montré réellement qu'il y avait bien une relation entre l'inflammation de gencive et le diabète, entre les maladies cardiovasculaires, mais aussi avec les maladies obstructives respiratoires et des complications de la grossesse. Mais il y a aussi d'autres études qui montrent et qui permettent en ce moment d'étudier la relation entre l'inflammation de gencive et la sclérose en plaques, mais aussi l'obésité, pourquoi pas aussi les organes de la reproduction. Il y a plein de choses aujourd'hui, c'est tout ce qu'on appelle la médecine parodontale, c'est d'étudier quelles sont les conséquences de la gencive sur d'autres organes et d'autres pathologies. Alors, dans un premier temps, on va s'intéresser à la relation entre le parodonte et le diabète. Il faut savoir que la parodontite, une parodontite, eh bien, pour nous, en tant que praticiens dentistes, on considère que la parodontite, c'est la 6e complication du diabète. Le diabète, donc c'est véritablement une pathologie qui peut avoir des répercussions à distance. Et devant eh bien, des problèmes d'autres pathologies, vous avez la parodontite qui apparaît et qui est souvent une répercussion du diabète. Ça, c'est la première des choses que l'on voulait rappeler. Il faut savoir que le diabète, eh bien, il a des conséquences sur donc le parodonte. Il a des conséquences sur le parodonte, et pour parler rapidement comment cela peut-il se passer, eh bien, c'est ce qu'on appelle la microangiopathie. Le diabète est capable de macro et de microangiopathie. La microangiopathie, eh bien, c'est tout simplement une altération des vaisseaux, et on se retrouve tout simplement avec des vaisseaux, mais pour tous les vaisseaux de l'organisme, c'est en particulier les petits vaisseaux, ce qu'on appelle la microangiopathie, eh bien, c'est des vaisseaux qui sont altérés. Du coup, on a une moins bonne irrigation et du coup, des tissus qui sont de moins bonne qualité et qui cicatrisent moins bien. Et c'est cette première voie qui explique finalement quelles peuvent être les conséquences du diabète sur le parodonte. Ça, c'est la première partie. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le dysfonctionnement immunologique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le diabète eh bien, peut altérer certaines cellules de défense de l'organisme. Et on se retrouve finalement avec un système immunitaire, c'est-à-dire le système de défense de l'organisme qui fonctionne moins bien. Et donc, bien sûr, cette voie peut expliquer aussi les effets que l'on peut avoir, les effets délétères sur le parodonte. Enfin, la troisième chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le diabète peut eh bien, avoir des conséquences sur le parodonte par la perturbation de la synthèse du collagène. Le collagène, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une grosse protéine, ou un ensemble de protéines, on va dire, qui sont eh bien, des protéines structurales de tout tissu, on va dire, de l'organisme. Et il faut savoir que le collagène, eh bien, s'il n'est pas bien fabriqué, on se retrouve avec des tissus de moins bonne qualité. Et c'est ça qui va expliquer le fait que pour tout organe, mais aussi ici pour le parodonte, on se retrouve avec des tissus de moins bonne qualité. Et c'est tout cet ensemble de mécanismes, on va dire, physiopathologiques qui expliquent quelles sont les conséquences du diabète sur le parodonte. Alors, le professeur Jeanne, tout à l'heure, vous avez présenté eh bien, différents cas cliniques, mais je voulais vous représenter ce patient qui est ici, un patient donc, diabétique de type 2. Son diabète n'est pas stabilisé, il n'est pas fumeur. Il a juste, on va dire, comme facteur de risque le diabète, un diabète qui non stabilisé, et vous pouvez observer donc, eh bien, une gencive qui est assez rouge, des rougeurs entre chacune des dents, une gencive aussi qui a tendance eh bien, à se résorber. Et ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que là, on a des dents qui ont bougé, c'est-à-dire qui ont migré, qui n'avaient pas cette position déjà, on va dire, initiale. Et si vous pouvez me faire confiance, si moi, en tant que praticien, je commence à appuyer un petit peu sur ces dents, eh bien, toutes les dents bougent. Et bien sûr, la radio panoramique qui est ici confirme quoi ? Eh bien, ça confirme bien qu'on a une perte donc, de support osseux. Et si vous avez une perte de support osseux, les dents deviennent mobiles. Donc ça, c'est véritablement typique de ce que l'on peut observer comme cas clinique chez un patient diabétique. Alors,
on a vu là tout de suite que le diabète, effectivement, a une répercussion sur le parodonte, mais il faut savoir que dans le sens inverse, et c'est là où c'est plus intéressant pour nous, on va dire, et c'est plus le sujet, on va dire, de ce soir, c'est que le parodonte en lui-même peut aussi très bien, avoir une répercussion sur le diabète en lui-même. C'est une double flèche. Et comment on peut expliquer finalement que la gencive puisse, elle, si elle est infectieuse et inflammatoire, avoir une répercussion sur le diabète? Ça s'explique par différentes choses, et ça s'explique par ce que l'on a vu tout à l'heure, c'est que le parodonte, s'il est infecté, il peut libérer des molécules de la réaction inflammatoire. C'est-à-dire que c'est le système de défense qu'a mis en place l'organisme au niveau donc, de votre gencive, certaines protéines et certaines molécules peuvent repasser dans la circulation sanguine et lymphatique et aller du coup entretenir et avoir des conséquences au niveau de notre diabète. Et ça se passe comment? C'est que toutes ces molécules de réaction inflammatoire peuvent contribuer à la résistance à l'insuline. Et donc c'est bien l'insuline qui, pour un diabète de type 1, est incriminée, mais aussi à la dérégulation de la glycémie et l'augmentation des risques de complications qu'on a déjà eu aussi pour le diabète. Donc c'est véritablement le parodonte qui peut, alors certainement pas déclencher, c'est parce que une parodontite ne peut pas déclencher, on va dire, un diabète, mais du moins l'entretenir, voire même aggraver. La deuxième, du coup, ce que je voulais ce qu'il faudrait retenir, sans doute pour vous, de la conférence de ce soir, c'est que lorsque vous avez un patient qui est diabétique, la recommandation que l'on a et que pour ces patients, c'est qu'il faut bien sûr avoir une visite qui soit rapprochée. Une visite qui soit rapprochée chez le chirurgien dentiste pour prévenir ou du moins traiter la maladie parodontale si elle est déjà avérée pour un patient qui est diabétique non stabilisé. Par contre, si le patient, lui, est diabétique, mais qu'il est stabilisé, et c'est là où la différence se fait, un patient diabétique stabilisé est un patient que nous, en tant que dentistes, on considère comme normal. Et du coup, à ce moment-là, il n'y a pas, on va dire, même s'il est toujours important de le préciser effectivement à son dentiste que l'on est diabétique, il n'y a pas une prise en charge supplémentaire. Mais par contre, si le diabète est non stabilisé, il faut rapprocher les visites et bien sûr avoir un œil encore plus attentif pour le dépistage de la maladie parodontale. Alors ça, c'est la première pathologie que l'on voulait vous présenter, donc les relations entre, on va dire, la gencive et le diabète. La deuxième chose, et la deuxième partie, c'est cette fois-ci les relations, quelles peuvent être des relations entre le parodonte et les maladies cardiovasculaires. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène d'athérosclérose que je voulais vous représenter ici. L'athérosclérose, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'accumulation de graisse à l'intérieur des vaisseaux. Et cette accumulation de graisse, ce qu'on appelle l'athérome, peut à terme, si le phénomène s'amplifie, créer l'obstruction de certaines artères et peut avoir des conséquences bien sûr dramatiques. Et il faut savoir que l'athérosclérose peut entraîner ce qu'on appelle les accidents vasculaires cérébraux, c'est-à-dire cette fois-ci le détachement de ces plaques d'athérome, puis aller se coincer à d'autres endroits, et c'est ce qui se passe quand on a l'accident vasculaire cérébral, mais aussi pour l'infarctus du myocarde et aussi l'embolie. Donc c'est tous ces accidents, on va dire, cette fois-ci, d'obstruction de certaines artères qui peuvent avoir des conséquences souvent dramatiques sur la santé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le parodonte peut, on va dire, participer à l'amplification du phénomène d'athérosclérose. Alors, la première des choses qui peut se passer, c'est qu'on a une libération possible des molécules, toujours dont je vous parlais tout à l'heure, de la réaction inflammatoire. Notre parodonte qui est inflammatoire va libérer certaines molécules qui vont contribuer à distance à l'intérieur de l'organisme sur certaines artères, à l'épaississement donc de nos parois vasculaires, mais aussi à l'activation hépatique d'autres molécules, c'est-à-dire du fibrinogène, l'aptoglobine, protéines C-réactives. Donc ça, c'est des noms qui sont un petit peu plus précis, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont d'autres molécules qui, elles, une fois activées, vont amplifier le phénomène d'athérosclérose. Et donc, ce que l'on peut bien résumer, c'est que le parodonte a bien des conséquences sur le phénomène d'athérosclérose et donc, bien sûr, sur tout ce qui est le système cardiovasculaire.
la deuxième des choses, et le deuxième mécanisme qui se passe, c'est que l'on peut avoir ce qu'on appelle la diffusion donc de bactéries, c'est-à-dire donc de nos microbes, des germes qui passent donc du parodonte infecté et qui vont aller rejoindre via la circulation sanguine ou lymphatique, mais là en particulier tout ce qui est circulation sanguine, les plaques d'athérome qui sont déjà existantes. Donc c'est l'amplification de ce phénomène, ça peut être même l'aggravation, et ça peut entraîner surtout ce qu'on appelle l'agrégation plaquettaire. Et c'est là où ce schéma peut être intéressant pour vous, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a des plaques d'athérome, mais autour de ces plaques d'athérome, souvent on a l'agrégation donc de plaquettes, des plaquettes qui viennent colmater les différentes brèches que l'on peut avoir à côté de, on va dire, des plaques de graisse d'athérome. Et les bactéries que l'on retrouve à l'intérieur de la bouche et que l'on retrouve surtout dans le cas d'un parodonte infecté et d'une gencive qui est inflammée, sont capables, par différents types d'adhésion, de se coller et de venir s'accoler, on va dire, à la plaquette, la cellule plaquette en elle-même. Et si on a cet accollement, ces bactéries qui ont cette propriété de venir s'accoler, on va dire, sur des cellules de plaquettes, si cette bactérie peut être reconnue par la plaquette, eh bien, du moins, ça va l'activer. Et du coup, ça va surtout amplifier ce phénomène d'agrégation plaquettaire et donc, finalement, d'obstruction de certaines artères. Et c'est comme ça que l'on explique, finalement, quelles sont les relations qui se font entre le parodonte et on va dire, l'athérosclérose. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est surtout quelle conduite on peut avoir par rapport à ça. Eh bien, c'est surtout si vous avez des problèmes cardiovasculaires et si on vous a déjà détecté ce qu'on appelle les traitements du cholestérol, tout ça, ça y participe. Eh bien, c'est d'avoir bien sûr une visite annuelle chez le chirurgien dentiste, surtout pour dépister et traiter bien aussi une éventuelle maladie parodontale qui pourrait finalement contribuer à ce phénomène d'athérosclérose et aux traitements, différents traitements médicamenteux que vous pouvez déjà prendre. Ça, c'est la deuxième partie. La troisième, on va dire, partie sur les différentes pathologies, eh bien, cette fois-ci, c'est les relations entre le parodonte et les maladies obstructives respiratoires que l'on résume aussi sous la forme donc, de BPCO, ce qu'on appelle les bronchopneumopathies chroniques obstructives. Et il faut savoir que là, on s'intéresse plus à des gens effectivement qui ont déjà des problèmes, on va dire, pulmonaires. Mais pour nous, en tant que praticiens, dentistes, c'est que il faut savoir que lorsque vous avez une perte osseuse, eh bien, la perte osseuse parodontale, eh bien, elle est considérée comme un facteur de risque pour ce type de pathologie. Alors, pour résumer rapidement, c'est toujours à peu près la même chose, mais c'est toujours les mêmes mécanismes. On a donc notre parodonte qui, si bien sûr lui est infecté, vous pouvez d'abord, le premier phénomène, c'est l'aspiration donc de micro-organismes. Et les micro-organismes donc, qui sont donc nos bactéries, les germes que l'on retrouve en bouche, peuvent être aspirés et rejoindre tout le système pulmonaire. Et ces différents micro-organismes retrouvés au niveau pulmonaire eh bien, sont capables, bien sûr, de créer une infection. Et cette fois-ci, donc, de déclencher une pathologie. Et donc, c'est l'infection pulmonaire, mais aussi l'altération du mucus. Il faut savoir que l'altération du mucus, eh bien, ça se fait plus par le phénomène d'enzymes bactériennes. Les enzymes, ce sont eh bien, des produits que relarguent donc, eh bien, les micro-organismes et qui sont capables eh bien, tout simplement de préparer le terrain pour pouvoir favoriser une infection. Donc ça, c'est le premier phénomène, donc on va dire le phénomène infectieux. Et dans un deuxième temps, eh bien, c'est toujours la même chose. On peut très bien aussi se retrouver via la circulation sanguine et lymphatique eh bien, avec des molécules de l'infection qui sont capables aussi eh bien, de favoriser une infection pulmonaire et l'altération du mucus pulmonaire. Ça, ce sont les relations que l'on a donc, entre le parodonte et les maladies obstructives respiratoires. Alors, la conduite à retenir, eh bien, cette fois-ci, c'est plus effectivement pour les gens qui sont alités, qui sont, on va dire, alités que ce soit en maison de retraite ou, on va dire, à l'hôpital, c'est qu'il ne faut surtout pas négliger l'hygiène bucco-dentaire de ces gens-là et, on va dire, dans les périodes où ils peuvent être alités. Hein. Et attention, il faut avoir surtout une surveillance rapprochée pour tous les patients ayant des problèmes aussi respiratoires. Quatrième partie, et donc cette fois-ci, ce sont les relations qui se font entre cette fois-ci le parodonte et les complications que l'on peut avoir lors de la grossesse. Alors, pour juste reclarifier les esprits, c'est que la parodontite peut avoir certaines conséquences sur effectivement la grossesse, parce que l'on appelle les phénomènes de prématurité, d'hypotrophie du nourrisson,
et de prééclampsie. Alors, la prématurité, c'est une naissance que l'on considère avant la 37e semaine, on va dire, d'aménorrhée. Vous avez autrement l'hypotrophie du nourrisson, ce sont les enfants qui sont nés avec un poids inférieur à 2,5 kg. Et la prééclampsie, eh bien, c'est tout simplement l'augmentation de la tension artérielle chez la femme enceinte, mais aussi une protéinurie, c'est-à-dire que l'on va retrouver des protéines donc de façon anormale dans les urines. Et bien sûr, ça peut avoir d'autres conséquences qui peut être plus graves, surtout cette fois-ci pour la femme enceinte. Le parodonte, eh bien, gencive inflammatoire, eh bien, peut avoir des conséquences donc, sur la grossesse, parce que vous avez donc la diffusion de micro-organismes, donc de tous ces germes, qui peuvent passer eh bien, dans la circulation sanguine et lymphatique de la femme et aller rejoindre surtout l'unité fœto-placentaire. Et donc c'est tout ça qui fait que ces différents micro-organismes créent une infection et peuvent ainsi entraîner eh bien, tous ces phénomènes, on va dire directement par une infection en elle-même au niveau de l'unité fœto-placentaire, mais aussi via et tout simplement le passage au niveau du foie, qui est capable ensuite eh bien, de relarguer d'autres on va dire, hormones qui peuvent être l'ocytocine, donc qui peuvent avoir ce qui est l'hormone donc de l'accouchement, et donc favoriser, on va dire, un accouchement prématuré. Et on se retrouve finalement avec eh bien, tout simplement donc ces différentes conséquences. Donc ça, c'est la diffusion en particulier donc, des micro-organismes en eux-mêmes, mais aussi, il faut savoir que exactement comme tous les autres phénomènes que l'on a décrits, vous avez toujours les molécules de l'inflammation, c'est-à-dire toutes ces molécules de défense de l'organisme qui sont capables aussi, on va dire, de préparer le terrain et d'aller, on va dire, créer donc, ces différentes conséquences qui sont l'accouchement prématuré, la prééclampsie et l'hypotrophie du nourrisson. Voilà. Alors, quelle est la conduite qui est à tenir, effectivement, que l'on peut dire à toutes les femmes qui sont enceintes? Eh bien, c'est cette fois-ci d'avoir une visite. Nous, on recommande comme obligatoire aujourd'hui, c'est la visite obligatoire chez donc le chirurgien dentiste lors d'une grossesse pour dépister toute éventuelle maladie parodontale, qu'elle puisse débuter, être entretenue, et du coup, voilà. Alors, de toutes ces pathologies que l'on a décrites, eh bien, elles sont capables effectivement donc de déclencher, d'entretenir, d'aggraver d'autres pathologies. Et donc il y a toute une série donc, de traitements qui peuvent être mis en œuvre justement eh bien, pour éviter et résorber ce genre de phénomène. Et du coup, je vais passer la parole à mon collègue. Donc j'espère que mon collègue ne vous a pas fait trop peur avec toutes ces pathologies. Maintenant, tout le monde s'inspecte, voilà. Donc, on va bien brosser maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Moi, je vais vous présenter 3 points. Tout d'abord, l'importance de la prévention. Ensuite, le traitement parodontal proprement dit. Et enfin, le traitement d'entretien, ce que nous, on appelle la thérapeutique parodontale de soutien. Donc, la prévention, c'est important. Ça vous concerne. C'est de vos dents dont on parle. C'est vous qui êtes les plus concernés. Donc, il va falloir que vous soyez attentifs à vos dents, à vos gencives et à votre bouche. De quelle manière? Si vous avez les gencives qui saignent, on le répétera jamais assez, ce n'est pas normal. C'est qu'il y a un problème. Même si ça fait 15 ans que ça dure, c'est qu'il y a un problème. On en voit souvent, mais comme ça. Si vos dents sont mobiles ou qu'elles se sont déplacées, ce n'est pas normal. Il faut que vous consultiez votre dentiste et que vous lui en parliez. C'est important. Vous êtes les premiers acteurs. Prenez soin de vos dents. Brossez-les. Tout le monde ici brosse ses dents. Oui, tout le monde les brosse 2 fois par jour? 3. On a des grands techniciens. Qui a une brosse souple? Ah. Bon, déjà, c'est moins unanime. Qui est sûr d'avoir une bonne technique de brossage? Là, on hésite un petit peu, ça monte, ça descend, ça tourne. Bon, il y a beaucoup d'outils pour brosser les dents. Il y a des brosses à dents manuelles, il y a des brosses à dents électriques. On en parlera longuement si vous voulez plus tard. Tous les outils sont bons quand on a la bonne technique pour s'en servir. Et il n'y a pas de meilleure personne pour vous apprendre à vous brosser les dents
que votre dentiste. Et surtout, il n'y a pas d'âge. Alors, pourquoi c'est important? Là, il y a un patient de 30 ans qui se présente en consultation parce qu'il a les gencives qui saignent quand il brosse. Donc maintenant que vous êtes des pros de l'identification de l'inflammation, vous êtes tous capables de me dire que là, c'est rouge, c'est gonflé et c'est pas propre. Et pourtant, le patient, il brosse 2 fois par jour avec une brosse à dents souple et il est persuadé de bien se brosser les dents. Là, on prend le miroir, on lui montre et là, il blêmit. Donc quand on est là, on va lui apprendre à se brosser les dents et on le revoit 3 semaines après. Voilà ce qu'on peut faire avec une brosse à dents. Il a supprimé la plaque dentaire, l'inflammation s'est résorbée d'elle-même, la gencive a repris son contour rose. Vous allez me dire, bon, c'est pas encore parfait son affaire. Effectivement, vous voyez entre les dents du bas, c'est pas propre du tout. Il y a des dépôts de tartre qui se sont mis entre les dents du bas, et comme on vous l'avait expliqué, le tartre, c'est calcifié, c'est minéralisé, ça ne s'en va pas quand on brosse. Et surtout, cette personne me disait, je me brosse les dents 2 fois par jour. Très bien. Est-ce que vous nettoyez entre vos dents? Ah ben non. Qui nettoie entre ses dents ici tous les jours? Qui passe des brossettes? Vous êtes géniaux. Il n'y a que du fil. Donc là, on a 75% de l'assemblée qui a levé la main. C'est formidable. Ceux qui brossent pas, qui ne passent pas le fil dentaire ou ne passent pas les brossettes interdentaires, c'est comme si vous vous disiez, aujourd'hui, je me nettoie que la moitié du corps. Allez, seulement le côté gauche aujourd'hui. Quand vous ne nettoyez pas entre vos dents, ça veut dire que vous ne nettoyez pas la moitié de vos surfaces dentaires. Donc en fait, c'est comme si vous laissiez l'infection sur la moitié de votre paume de votre main. Donc pour nettoyer entre les dents, il y a des outils, il y a des techniques. Le fil dentaire, quand les espaces entre les dents sont serrés, et plus généralement, quand les espaces sont plus larges, les brossettes. Il y a pléthore de tailles de brossettes, pléthore de marques aussi. Votre praticien sera ravi de vous indiquer quelles sont les marques et quels sont les diamètres qui vous correspondent. Là, ce cher patient, il a du tartre, il va falloir qu'on l'aide, il va falloir qu'on libère ces espaces interdentaires avec nos outils pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse passer ces petites brossettes. D'accord, je vois que ça baille devant, donc je vais un petit peu accélérer. Il faut que vous soyez convaincus d'une seule chose, c'est que la prévention, c'est capital. Parce qu'une bonne hygiène bucco-dentaire, ce sont des gencives en bonne santé, moins de risques de caries et surtout une meilleure réussite de tous les traitements dentaires qui ont été entrepris dans votre bouche. Mais en réalité, brossez-vous bien les dents, vous ferez des économies. Le traitement parodontal à proprement parler, l'objectif principal, c'est de contrôler l'infection, d'assainir les gencives. Donc on dit éliminer le biofilm, c'est-à-dire la plaque dentaire et le tartre. Donc ça, c'est votre praticien qui va le faire. Il va le faire en faisant ce qu'on appelle du détartrage, c'est-à-dire l'élimination des dépôts visibles au-dessus de la gencive, et pour simplifier, du débridement, c'est-à-dire tout ce qui est sous la gencive dans cette poche parodontale. Pour ça, il va utiliser des instruments coupants qu'on peut appeler des curettes et aussi des ultrasons. Je pense que vous avez tous subi, on va dire, au moins un détartrage une fois dans votre vie, voire même souvent. Il y a de l'eau partout, ça peut faire mal ou pas. Quand c'est bien maîtrisé, ça ne fait pas mal et on obtient des résultats assez intéressants. Voilà une première situation. Donc là, une patiente qui vient, vous voyez ici la gencive est rouge, gonflée, elle brille tellement elle est gonflée. Ici, c'est la même chose. Et on a une belle perte de feston dont vous parlait le professeur Jeanne tout à l'heure. Et on voit ici très clairement que l'espace, il est plein de bactéries. Donc qu'est-ce qu'on lui a fait? On lui a montré comment mieux prendre soin de sa bouche. On a fait les détartrages et les débridements. Et on la revoit quelques mois après. Bon, c'est pas parfait. Ici, regardez, c'est encore
pouvez passer ma souris. C'est encore un petit peu sale ici, mais elle a fait quand même des gros progrès et la gencive a dégonflé. Elle a repris sa teinte rose. C'est beaucoup plus sain. Évidemment, c'est ce que disait le docteur Jeanne aussi, c'est tout ce qui a été perdu au niveau de l'os a été perdu. Et du coup, on voit ces gros trous noirs entre les dents, ici et ici, que tout le monde déteste, bien sûr, parce que c'est pas très esthétique. Mais malheureusement, dans ce cas-là, ça signe une santé de la gencive parce que ce n'est plus gonflé. Là, c'est charmant. C'est une dame, 40 ans, qui vient en consultation. Docteur, j'ai les gencives qui saignent. Sans blague. Effectivement, là, les gencives qui saignent, on a passé une petite soufflette à air, vous savez, les petites soufflettes qu'ont les dentistes, et voilà. Donc là, il faut avoir envie de l'embrasser aussi, hein. Donc là, effectivement, il y a un problème. On ne peut pas dire que tout va bien. Il y a un saignement spontané, c'est signe de grosse gravité. Et pourtant, ça peut durer pendant des mois avant qu'on s'en préoccupe. Elle est venue aussi parce que ses 2 dents de devant se sont écartées aussi. On lui a proposé le traitement et quelques mois plus tard, la gencive a repris sa teinte rose, a repris son aspect granité que vous voyez là et l'espace s'est spontanément partiellement refermé. C'est pas encore parfait, elle a des progrès à faire au niveau du brossage, parce qu'ici on voit certains dépôts qui sont revenus, mais c'est nettement mieux qu'avant, et elle se sent beaucoup plus rassurée, elle a plus de force quand elle mastique, et elle se sent beaucoup plus sereine quand elle sourit et qu'elle embrasse son mari. Une autre situation, là cette fois-ci vous voyez la vue en contre-plongée, ce que vous voyez ici bien sûr c'est le palais. Donc là ce patient vient consulter parce que sa dent de devant, elle part vers l'avant toute seule. Ça l'a un petit peu inquiété. Effectivement, on voit que la gencive, là, elle est plus rouge, elle est violette, tellement elle est gonflée. Donc l'inflammation, ici, elle est très sévère, sévère au point que la dent ne tient plus, elle part vers l'avant. Donc à ce monsieur, qu'est-ce qu'on lui a fait? On lui a proposé un traitement pour lui remettre la gencive d'aplomb, pour retrouver une situation saine. Malheureusement, ça n'a pas suffi, donc on a dû compléter avec un traitement orthodontique. Donc là, vous voyez la situation terminée, la gencive qui a repris un bel aspect rose piqueté qui prend tout le contour des dents, et les dents ont été réalignées, et on a collé un fil sur le côté du palais, sur les faces internes, pour qu'elles ne rebougent pas. Voilà ce qu'on peut faire. Le troisième point, ce sont les thérapeutiques parodontales de soutien. C'est tout le traitement d'entretien qui permet de maintenir ces résultats et d'empêcher la récidive de la maladie. Quand on a une parodontite une fois, on l'a toute sa vie. C'est une pathologie chronique. On arrive à arrêter l'évolution de la parodontite, mais on n'arrive pas à la guérir définitivement. Donc il faut comprendre que pour toutes les formes de parodontite les plus sévères, celles où on peut encore garder les dents, mais quand elles ont des atteintes sévères, ou pour les patients qui présentent des gros risques, les diabètes non équilibrés, les gros fumeurs, on va faire des séances d'entretien tous les 3 à 4 mois. S'ils ne nous aiment pas beaucoup, ils vont devoir nous aimer parce que c'est 3 à 4 mois pendant toute la vie. Pour les gens qui ont des gingivites, qui se contrôlent bien, ou des patients qui ont un faible risque, eh bien, on va faire plutôt tous les 6 mois. Là, je parle des patients qui ont besoin de traitement. D'accord? Tous ceux qui ont des pathologies gingivales et parodontales déclarées. Le contrat que vous allez passer à votre praticien, c'est pour toute la vie. Vous vous engagez à maintenir une bonne qualité de brossage au fur et à mesure du temps, et c'est pas facile, ça demande du temps, de la technique, et surtout on se lasse au bout d'un moment.
Et de son côté, votre dentiste, il va vous remotiver à chaque fois qu'il vous voit, vous dire que vous faites des efforts et que c'est bien et que vos gencives vont de mieux en mieux. Et enfin, il va faire un nettoyage professionnel avec ses ultrasons et ses curettes. Il faut savoir que si vous ne faites pas ces rendez-vous de thérapeutique parodontale de soutien, la parodontite, elle reviendra. C'est garanti, ça c'est sûr. On revient sur notre patiente qui saigne. C'est pour vous montrer ce qu'on peut faire en suivant notre programme de thérapeutique parodontale de soutien. La patiente, là, c'était en juillet 2012, quand elle est venue avec ses saignements spontanés et son espace entre ses dents de devant. 4 mois après, en octobre, c'est la photo que vous avez vue tout à l'heure, ça va un peu mieux. Les gencives sont plus saines, l'espace s'est refermé. Elle brosse bien, elle prend soin d'elle. Il se passe quasiment 1 an, vous voyez, l'espace il a continué à se refermer tout seul. C'est bien, on est content, la gencive elle conserve son aspect piqueté et granité. En bas, ah, c'est moins bien. Il y a du tartre qui est revenu, la gencive elle est un peu plus gonflée, ici. On la remotive, on lui dit « Madame, vous voyez les beaux résultats que vous avez obtenus sur vos dents du haut, faites l'effort, ne laissez pas tomber. Les choses sont bien, mais ça pourrait être mieux. » En 2014, en juillet, vous voyez l'espace de devant entre les dents de devant, il s'est complètement refermé spontanément. D'accord ? Donc là, on a réussi à renverser complètement la pathologie, à la contrôler et les dents ont repris leur position initiale. Et là, vous voyez que elle fait plus d'efforts. Il y a toujours un tout petit peu d'inflammation ici, mais globalement, c'est contrôlé. Je vais vous parler un petit peu des bains de bouche pour finir. Tout le monde nous dit souvent « Ah oui, j'ai une petite inflammation de gencive, j'ai fait quelques bains de bouche, ça s'est arrangé. » Qui fait quelques bains de bouche de temps en temps? J'entends des souvent. Très bien, donc à peu près la moitié de la salle. Donc les bains de bouche, il y en a plusieurs types. Il y en a qui sont des médicaments. Donc des médicaments, ce sont des choses qui sont prescrites, vous le savez tous très bien, et il faut éviter de les prendre tout seul. Les bains de bouche, ça soigne les symptômes. Les petits saignements, les petites inflammations, ça fait que ça passe. Malheureusement, les bains de bouche, ça n'a jamais éliminé le tartre. Ça se saurait. Hein? On ne met pas du bain de bouche pour nettoyer sa théière. Hein? Ça ne fonctionne pas. Elle ne soigne pas non plus les parodontites. C'est réservé, pour ces bains de bouche-là que vous connaissez probablement tous, à des situations ultra spécifiques et des traitements de courte durée. C'est le cas de l'Eludril, de la Prexidine et du Paroex, qui sont les bains de bouche les plus connus. Je présume que vous avez presque tous entendu parler au moins de l'Eludril. Il y a certains bains de bouche qui peuvent être utilisés tous les jours sans risque, parce que ce sont moins des médicaments et ils ne sont pas sur prescription. Ils, en fait, empêchent les bactéries de s'accumuler. Donc ce sont des bons compléments au brossage. Ça ne traite toujours pas la parodontite, ça n'élimine pas le tartre, ça ne marche pas comme ça permet de limiter son apparition. C'est le cas de la Listerine et du Méridol. Il y a d'autres bains de bouche qui sont beaucoup moins efficaces, qui ont de la bonne publicité, mais qui sont moins efficaces. C'est par exemple le cas de l'Extril, qui est beaucoup moins bien. Je vous remercie, au nom de toute l'équipe aussi, et on est là pour vos questions.